À vrai dire, l'hebdo de Luc Germain sur RDI Guyane. À vrai dire, l'hebdo de Luc Germain sur RDI Guyane. François Leverger, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes sous-préfet, vous êtes chargé de l'application de la relance à la préfecture bien entendu, à la direction générale de la coordination et de l'animation territoriale. Le 15 mars dernier, l'ancien président de la CTG, Rodolphe Alexandre, et le préfet, M. Kefelec, ont signé l'accord régional sur la relance, qui en fait pose le cadre et les principes de ce qu'on peut appeler le plan de relance Guyane. Le poids est de 250 millions d'euros sur une enveloppe générale d'1,5 milliard qui était consacrée au DOM. Quelle a été la clé de répartition entre les DOM? La Réunion a été la mieux servie peut-être parce qu'il y a davantage de monde. Y a-t-il eu donc des critères de cette nature? Alors, pas vraiment. En fait, le plan de relance, il a été construit en faisant remonter toute une série de projets. Et donc, l'enveloppe, effectivement, qui a été conclue dans les accords de Guyane, 250 millions au total, et donc répartie entre 125 millions pour l'État et 125 millions pour la collectivité, cette enveloppe-là, elle a été construite à partir d'un ensemble de projets qu'on a fait remonter. Donc, c'est plus une estimation sur les besoins du territoire. D'accord, parce que on pouvait se demander si on ne pouvait pas avoir une clé de répartition différente qui se serait appuyée par exemple sur le PIB des départements d'outre-mer. La Guyane, grosso modo, a un PIB de 45% par rapport au PIB national. C'est le dernier des DOM. Enfin, je parle des DOM Antilles, Guyane et Réunion, bien sûr, avant Mayotte, mais c'est quand même le moins bien loti avec un retard de développement que tout le monde constate. Est-ce qu'on n'aurait pas pu imaginer une clé de répartition qui s'appuierait sur ce critère-là ? Alors, on aurait pu l'imaginer, mais c'est vrai que c'est pas le choix qui a été fait parce que c'était une approche extrêmement pragmatique pour identifier les projets qui étaient mûrs, qui pouvaient faire l'objet d'un financement tout de suite, et ensuite aussi pour répondre effectivement aux besoins des territoires. Et entre des territoires alors d'outre-mer qui sont avec une population très importante, mais parfois avec des infrastructures plus développées, eh bien, la Guyane, de ce point de vue-là, a fait ressortir un très grand nombre de projets d'infrastructures et peut-être un plus grand nombre que dans d'autres territoires d'outre-mer. Parce que justement, il y a cette caractéristique du territoire qui est un territoire extrêmement jeune avec des besoins sur les lycées, les collèges, etc., que n'ont absolument pas d'autres territoires, et on pense notamment aux Antilles. Alors, c'est assez surprenant parce que la Guyane a quand même la réputation d'avoir des difficultés à sortir des projets. Alors, on peut se demander si finalement, et quand on regarde le contenu de l'accord, on peut se demander si les principaux bénéficiaires ne sont pas à la fois les collectivités, et pourquoi pas, et aussi l'État, et les principales entreprises, ce sont les grandes entreprises qui sont installées ici. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Alors, le constat est juste, effectivement, mais je préférais ne pas parler de bénéficiaires, mais plutôt de porteurs, parce qu'en fait, ce sont des porteurs de projets. Et effectivement, sur les crédits du plan de relance, on va voir que les principaux porteurs, ça va être l'État, ça va être les collectivités, mais pour une raison assez simple, c'est parce que c'était ces acteurs qui avaient la capacité à injecter de l'argent dans l'économie en lançant des marché tout de suite. Et donc c'est pour ça que effectivement l'État, la collectivité portent un très grand nombre de projets. Alors les collectivités, ça va être des écoles, des collèges, des lycées. L'État, ça va être de la rénovation de ces bâtiments partout sur le territoire de la Guyane. Et donc c'était ces acteurs-là qui étaient en capacité de faire émerger et de déployer très rapidement des projets. Donc c'est pour cette raison qu'on a cette impression que les acteurs publics, d'une façon générale, sont les principaux bénéficiaires. En réalité, ce sont les principaux porteurs et des maîtres d'ouvrage qui ensuite déploient des projets qui bénéficient ensuite à tous les acteurs de la Guyane, notamment le secteur du BTP, voilà, et beaucoup d'autres acteurs et secteurs économiques guyanais.
Alors la question qui nous taraude tous, c'est de savoir d'où vient l'argent. Alors bien sûr, non, c'est pratiquement une boutade, mais l'enveloppe d'1,5 milliard, elle est issue des 100 milliards qui ont été attribués à la France par l'Europe. Alors, question, 125 millions ont été fléchés dans le cadre des attributions de la CTG, donc, et 125 millions de la part de l'État, en passant par les fonds européens. Est-ce à dire que l'ensemble de ces fonds, en fait, va transiter par l'Europe pour arriver, je veux dire, de façon un peu prosaïque, dans les caisses de l'État et les caisses de la collectivité territoriale, ou y a-t-il d'autres modes de financement au titre du plan de relance ? Alors, effectivement, c'est une partie, c'est un financement d'environ 60% sur des crédits européens pour le plan de relance national. Ensuite, il faut voir qu'au niveau de la CTG, les 125 millions de la CTG, ils sont financés par les fonds européens, par le FEDER en réalité, à travers une enveloppe du FEDER qui a été dédiée à la relance, qui s'appelle REACT EU, EU comme Union européenne. Et donc là, ce sont vraiment des fonds européens à 100%. Sur les fonds État, on est plutôt dans une répartition 60-40, mais ce sont d'abord des crédits de l'État qui sont ensuite refinancés par des crédits européens. Ça veut dire que ceux qui arrivent aujourd'hui en Guyane, ce sont des crédits de l'État qui viennent soit des ministères, soit des opérateurs de l'État. On a l'ADEME, on a l'Office français de la biodiversité, on a toute une série d'opérateurs qui mettent des crédits et qui ensuite sont financés sur une mission particulière pilotée par le ministère de l'économie et des finances qui s'appelle la mission relance et qui elle-même se finance à travers à la fois des financements nationaux État et des financements européens tels qu'ils ont été prévus dans la loi de finances rectificative. Alors vous avez peut-être éclairé notre lanterne pour nous dire à combien s'élève l'enveloppe qui additionnerait, alors vous nous direz quels sont les points de chevauchement ou de complémentarité, le plan d'urgence de 2017, le plan de convergence et le plan de relance. Parce qu'il y a effectivement, on peut imaginer une confusion, à savoir quelle est la part respective de chacune de ces enveloppes, sachant par exemple qu'on ne sait pas encore, mais peut-être parce qu'ils n'ont pas eu la curiosité de chercher au bon endroit, mais combien de crédits ont été consommés sur le 1,82 milliard du plan donc des accords de Guyane de 2017. Et donc, si c'est le cas, ça signifie qu'on est peut-être au-delà de l'enveloppe de 250 millions d'euros, sachant par ailleurs, vous venez de le préciser, si on est bien dans le cadre de 2020-2022. Alors effectivement, c'est extrêmement complexe, tous ces plans qui se chevauchent, qui se suivent, et qui parfois viennent financer des projets qui sont assez proches. Le plan de convergence, à la suite des événements de 2017 et des accords de Guyane, le plan de convergence c'est 396 millions d'euros. Donc c'est ce qu'on a injecté dans le cadre de l'équivalent du contrat de plan État-région, qu'on appelle le contrat de convergence et de transformation, c'est extrêmement complexe, mais donc voilà, près de 400 millions d'euros. Le plan de relance, on est à 125 millions, donc c'est une enveloppe qui vient s'additionner, et alors ça ne finance pas les mêmes choses, hein. On est sur un ensemble de projets qui se succèdent, et le plan de convergence, aujourd'hui, on a un taux de consommation qui est très élevé parce que, par exemple, dans ce plan de consommation de convergence, on avait le financement de nouveaux lycées, de nouveaux établissements scolaires, et ils ont été donc programmés en 2018, 2019, et aujourd'hui ils sortent de terre. Donc le plan de convergence, il se met en place aujourd'hui. Il se termine en 2022, donc on va bientôt travailler un nouveau plan de convergence pour la période 2023-2026, mais on voit que ce sont des plans qui se mettent en place et qui se déploient de façon extrêmement... Alors là, je ne pourrais pas vous donner un pourcentage précis, mais sur le plan de convergence, on a un taux de consommation qui est vraiment très élevé. Alors, on va essayer d'en finir avec les chiffres, parce que
c'est pas toujours très représentatif. Mais si on additionne, je parle de ces enveloppes, mais en même temps, il y a un rapport intéressant, c'est celui de la cellule économique du BTP, qui estime qu'il y a une estimation de l'ordre, dans les années qui viennent, un ordre de commande publique de 3 milliards, grosso modo. Ce serait l'offre de commande publique. Est-ce que ça entre dans... Enfin, je pense qu'effectivement, ça implique ces dépenses. Est-ce que vous avez la même vision ou la même comptabilité sur les perspectives, parce que ça induit des perspectives de développement? Alors nous, on ne tient pas réellement cette comptabilité. Ça, c'est effectivement la cellule économique de la construction qui tient cette comptabilité en cumulant les marchés publics à la fois des collectivités, de l'État. Donc c'est un calcul, un suivi très très global. Ce que la cellule économique de la construction nous dit, c'est que autant c'est vrai que sur 2022-2023, on a énormément de projets dans les tuyaux, alors on peut citer la cité administrative à Saint-Laurent-du-Maroni, on a un site sur le port de Dégrade-des-Cannes où on va construire un bâtiment pour environ 20 millions d'euros, donc pour des administrations. On a ensuite bien sûr les grands projets qui sont le pont du Larivot, la centrale du Larivot aussi qui est dans les tuyaux, et qui tous ces projets-là prennent un peu de retard, mais ils sont bien comptabilisés dans ces 3 milliards évalués par la cellule économique. Ce qu'elle nous dit aussi, c'est qu'à partir de 2024-2025, on y voit un peu moins clair sur les projets. Nous, ce qu'on dit, c'est que avec le plan de relance, on assure la reprise en 2022 et que ensuite, pour nous, les projets vont arriver, mais qu'il est encore un peu tôt pour faire des anticipations sur 2024-2025. Voilà, nous, c'est ce qu'on dit à la cellule économique. Mais effectivement, je peux confirmer que dans les tuyaux, il y a des projets extrêmement importants. Et vraiment, par exemple, le pont du Larivot, c'est une enveloppe de 150 millions d'euros. L'État a ajouté 50 millions à l'estimation initiale. Donc, c'est un geste et une participation extrêmement importante qui a été validée par le gouvernement pour un projet où tout le monde considère que c'est un projet extrêmement important pour le territoire, et donc ça va vraiment créer et avoir un effet d'entraînement sur l'économie. Alors la première remarque qui vient à l'esprit lorsqu'on apprend le montant de l'enveloppe de 250 millions, qui est donc le plan de relance Guyane, c'est rapporté au coût moyen d'un lycée qui est de 20-25 millions, même au-delà. On se dit que finalement l'enveloppe n'est pas aussi considérable que ça. Ce n'était donc qu'une enveloppe d'amorçage. On peut dire ça, parce qu'en réalité, c'était une enveloppe pour financer des projets qui étaient prêts à sortir de terre, ou en tous les cas qui étaient prêts à faire l'objet d'un financement et d'un paiement. Donc, concevoir un collège, un lycée, ça prend du temps. Donc, on était davantage sur des opérations soit de rénovation des bâtiments de l'État, de rénovation des établissements scolaires, rénovation thermique notamment. Et donc, dans les bâtiments qui réellement sortent de terre, on a principalement ce bâtiment dont je parlais au port de Dégrade-des-Cannes, qui va réunir plusieurs administrations, dont les douanes, et vraiment moderniser les outils des douanes. Mais sinon, on est vraiment sur des projets qui étaient prêts à sortir. Donc, et l'objectif, c'était de soutenir immédiatement l'économie et tous les acteurs de l'économie avant qu'ils ne soient paralysés par la baisse d'activité un petit peu générale. Alors, si vous le permettez, on va passer au contenu. Il y a 3 grands axes dans le cadre de ce plan de relance, avec une déclinaison bien entendu, cohésion sociale, transition énergétique, je veux dire écologique, et enfin on a également l'attractivité de la Guyane. Sur la cohésion sociale, en fait, c'est garantir les grands équilibres de la Guyane dans un contexte qui est marqué par une crise économique, même si elle a été largement amortie par les différents mécanismes qui ont permis aux entreprises de survivre, un certain nombre, par une inflation, pas une inflation, non, j'allais dire une inflation de la poussée de l'immigration, par une démographie soutenue, j'allais dire même hors norme, et tout ceci dans un contexte global de dépenses publiques qui est plutôt, alors bien sûr c'est corrigé maintenant, mais c'était plutôt à l'arrêt, voire en diminution.
est-ce que ce contexte-là ne fait pas problème aujourd'hui pour la cohésion sociale, c'est-à-dire que ça ne met pas en danger, et notamment les équilibres qui reposent sur 22% de chômeurs plus le halo, ça fait 40%, grosso modo, 24 000 jeunes qui cherchent un emploi. Est-ce que vous pensez que le plan de relance peut corriger quelque chose ? Alors effectivement, il y a des enjeux au niveau de la cohésion sociale parce qu'il y a des déséquilibres très importants, parce qu'il y a une croissance démographique qui est complètement hors norme, comme vous le disiez, on est à 3,4% de croissance démographique annuelle. Donc effectivement, la cohésion, c'est vraiment majeur, et puis c'est l'avenir de la jeunesse, donc c'est très important. Dans ce plan de relance, il y a eu des opérations qui je pense, vont vraiment avoir un effet sur le territoire. C'est-à-dire que on a notamment un plan qui s'appelle le plan Un jeune, une solution, qui vise à donner des solutions d'emploi, des solutions de formation aux jeunes. Et par exemple, on a un outil qui s'appelle la garantie jeune, qui est un outil qui a été inventé dans le plan de relance, par lequel en fait on donne une petite rétribution aux jeunes en échange d'un parcours qu'il s'astreint à faire en lien avec la mission locale. Et ça a extrêmement bien marché, et tellement bien que ça va être maintenant généralisé, comme l'a annoncé le président de la République. Donc en fait, sur cet aspect de cohésion sociale, on a mis vraiment l'accent sur l'accompagnement des jeunes, donc sur cette garantie jeune, sur le développement de l'apprentissage, le développement d'outils d'emploi des jeunes, des emplois aidés en fait, les fameux PEC, les parcours emploi compétences. Et donc on a mis beaucoup de choses sur la table. Après, tout n'a pas forcément bien marché. C'est-à-dire que la garantie jeune a extrêmement bien marché, autant l'apprentissage, les contrats aidés, là, il faut qu'on embarque encore davantage les entreprises de Guyane, les entrepreneurs et les employeurs pour qu'ils utilisent ces outils-là. Oui, parce que la formation et l'apprentissage, ce sont des vieilles lunes. Hein. Ça fait des années qu'elles sont évoquées, autant sur le plan national que sur le plan local. Or, pour l'instant, les approches et les méthodes n'ont pas vraiment fonctionné. Vous évoquez ce parcours jeune avec cette rémunération qui constitue un effet d'aubaine, mais qui peut-être, comme les 100 € à la pompe, n'aura peut-être pas de lendemain. On ne sait pas comment les finances publiques pourraient s'accommoder d'une prolongation ad vitam aeternam. Donc est-ce qu'il y a là aussi de nouvelles approches, mais qui vont au fond du problème, de la question ? Sur l'emploi des jeunes, je parle de l'emploi des jeunes et la fameuse cohésion sociale. Sur l'emploi des jeunes, alors, il y avait des dispositifs existants qu'on a dotés, qu'on a prolongés. Donc, c'est par exemple le CIE, le contrat initiative emploi. C'est l'apprentissage qui existe effectivement depuis très longtemps. Là, on a renforcé. Ensuite, les questions de formation, les questions d'emploi, ce sont des politiques publiques qui se mènent sur un temps relativement long. Et dont on va voir les effets sur un temps aussi relativement long. Donc, c'est aussi pour ça que le gouvernement a décidé de prolonger cette garantie jeune. Ça va devenir une mesure nationale et pérenne. Et donc c'est précisément pour que ce ne soit pas... Et aussi parce qu'on a vu que ça avait très bien marché. Et donc c'est une mesure qui va être prolongée. Donc les effets, on les verra dans quelques mois, mais en tous les cas, on constate déjà que les jeunes souscrivent à ces initiatives. Donc pour nous, c'est un indicateur de réussite. Et ensuite, ça c'est le volet formation des jeunes. Ensuite on s'attache dans ce volet cohésion au développement des entreprises qui elles-mêmes vont pouvoir proposer de l'emploi. Et là c'est un autre aspect du plan de relance qui est vraiment pour les entreprises des crédits pour qu'elles investissent dans leur outil de production et qu'elles développent de l'emploi localement. Ça c'est un autre volet qui est extrêmement important et qui est complémentaire des outils qu'on peut et des solutions qu'on peut apporter aux jeunes. Voilà, ce sont les débouchés. Alors, à ce propos, avez-vous identifié les métiers ou les secteurs d'activité dans lesquels on pourra déployer une politique de l'emploi, parce qu'il y a une adéquation entre l'offre et la demande, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est un problème, je veux dire, il n'est pas endémique à la Guyane, il est également lié, il existe également sur le plan national. Est-ce que cette fois émerge un certain nombre d'indicateurs qui vous paraissent plus pertinents ?
Alors, on sait que dans le secteur du BTP, il y a des besoins qui sont assez connus, des besoins en maçonnerie, des besoins... on sait en revanche qu'on a un peu trop d'électriciens, c'est ce que nous disent les acteurs du BTP. Donc, on voit... Après, c'est un travail qui est extrêmement fin à mener. C'est un travail que mène la Chambre des métiers et de l'artisanat, avec également la CCI et les centres de formation des apprentis notamment. Donc ça c'est un travail qui doit être mené vraiment filière par filière et aujourd'hui on peut dire que dans le secteur du BTP il y a des c'est ce que nous disent les acteurs du BTP voilà qu'il y a parfois des difficultés à recruter. Il y a des questions aussi autour du travail illégal. Enfin, il y a beaucoup de questions dans le secteur du BTP. Mais donc, c'est vraiment un travail qui doit être mené par l'éducation nationale, l'enseignement supérieur sur ces filières. Mais encore une fois, c'est vraiment les acteurs économiques qui sont les mieux à même d'identifier ce dont ils ont besoin. Donc là, on se repose vraiment sur la Chambre des métiers, sur la CCI, qui font un excellent travail dans ce domaine. Alors, les acteurs économiques font l'objet d'un certain nombre de mesures, notamment qui concernent alors, je ne parlais pas de l'attractivité de la Guyane, mais également le soutien aux entreprises. Alors, il y a quand même deux ou trois choses qui surprennent. Ce sont les niveaux d'intervention, notamment des mécanismes financiers pour les TPE et PME qui arrivent à bénéficier du dispositif avec un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros, par exemple. Est-ce que vous avez le sentiment que les très petites entreprises ont été visées particulièrement pour la Guyane, par ces mesures d'incitation, enfin d'accès au financement, qui restent d'un niveau élevé pour les TPE de Guyane, lesquels ont parfois des chiffres d'affaires qui n'atteignent même pas 100 000 euros par an. Alors, si vous faites référence aux mesures d'urgence, comme le fonds de solidarité, par exemple... Non, je pensais notamment au financement par la BPI sur les besoins des entreprises. Alors, là, on est dans autre chose. Alors effectivement, dans les mesures d'urgence, pour le coup, il y a tout un panel de mesures. Alors effectivement, les PME, celles qui font grosses PME, peuvent bénéficier des prêts garantis par l'État, qui sont mis en place par la BPI. Mais effectivement, ça s'adresse plutôt aux grosses PME. Pour les très petites entreprises, on a quand même différentes mesures. On a l'activité partielle, c'est-à-dire que en fait n'importe quelle entreprise peut avoir une allocation de chômage partiel quand elle a été fermée pour des raisons administratives. Donc là, c'est quand même un appui extrêmement important. Le fonds de solidarité aussi permet de compenser des baisses de chiffre d'affaires, et ça pour toutes les entreprises, y compris les TPE. Donc le restaurateur, la petite entreprise de service, toutes ces entreprises peuvent et sont éligibles au fonds de solidarité. Ensuite, ce qu'elle nous dit souvent, c'est que elles n'ont pas toujours la capacité à monter les dossiers, à prendre connaissance de tous les éléments à fournir pour bénéficier de ces aides. Et ça, on en a discuté encore hier avec la CTG pour dire qu'il y avait besoin d'un accompagnement de ces entreprises à travers toute une série de mesures, à travers un guichet unique, à travers un chèque conseil que va proposer la CTG, qui est une extrêmement bonne mesure pour aider ces entreprises dans le maquis des aides, parce que c'est quand même complexe. Alors, je pense qu'elles ont aussi... Alors, je parlais du renforcement des fonds propres tout à l'heure pour les entreprises, et ça ne concerne pas les TPE. Enfin, je parlais du niveau de 5 millions d'euros, c'était pour le renforcement des fonds propres, les hauts de bilan, etc. Donc, c'est déjà assez sophistiqué, mais ça ne les concerne pas. Vous évoquez les très petites entreprises. On sait bien que les conditions qu'elles souhaitent voir adoptées, c'est soit un moratoire ou un renvoi à bonne fortune, notamment sur les obligations sociales et fiscales, qui pourraient correspondre d'ailleurs à la garantie ou à l'accès de fonds propres auxquels elles n'ont pas accès parce qu'elles ne remplissent pas les critères. Est-ce qu'on peut imaginer un dispositif spécifique, peut-être au cas par cas, je ne sais pas, qui permettrait à ces très petites entreprises qui sont
parfois qui sont dirigés, qui ont des problèmes de gestion, on va le dire très clairement, dont les chefs d'entreprise reconnaissent qu'ils ne sont pas nécessairement à niveau. Est-ce que, sur le plan de la gestion, ils connaissent leur cœur de métier. Est-ce qu'on peut imaginer un dispositif spécifique à la Guyane, s'agissant des TPE et des TPE? Pour les TPE, on a, il y a déjà la question d'accompagnement, effectivement, par rapport à cette gestion qui est un petit peu lourde. Et ça, c'est encore une fois, c'est plutôt la CCI, la CMA qui sont en première ligne. Ensuite, alors nous, on est vraiment dans des aides d'urgence, donc ça veut dire qu'on va les aider à financer leurs coûts fixes, financer le loyer de leur local, à financer 1 ou 2 salaires. Donc on a des aides comme ça. Ensuite, on a des aides pour les TPE. Par exemple, dans le plan de relance, il y avait le chèque numérique. Le chèque numérique, c'était 500 € qui était proposé, qui était vraiment donné aux TPE pour se mettre à niveau dans le domaine du numérique. Donc, acheter un logiciel, acheter un ordinateur. Et ça, on a 190 entreprises en Guyane qui en ont bénéficié. Donc c'est plutôt positif, même si on aurait aimé que ce soit davantage. Mais donc, pour les TPE, nous, c'est vraiment d'abord de l'appui à l'activité partielle. On est plutôt dans cette logique-là. Oui, donc vous êtes toujours dans le filet de sécurité du plan d'urgence. On n'est pas vraiment... Enfin, bien entendu que ça fait partie du cadre de relance, mais on est quand même dans un soutien à l'activité qui va empêcher un certain nombre d'entreprises, il y a 7000 entreprises artisanales en Guyane, dont la moitié, facilement, sont dans un vrai danger au cours de cette période. Ça, on a bien compris, enfin, on a entrevu ce que vous évoquiez. Vous évoquez également, parce qu'il faut aborder d'autres sujets, les industries du futur. Alors, je crois qu'il y a 4 entreprises industrielles qui ont reçu des dotations assez importantes. Quelles sont ces industries du futur qui seront soutenues dans le cadre du plan de relance ? Alors, industrie du futur, on parle d'industrie. Alors, du futur, on a par exemple un appel à projet qui a été lancé par le CNES et le Centre spatial guyanais, qui a mis en place un Space Tour, donc pour récompenser et pour financer des entreprises innovantes sur les domaines de la géolocalisation, de l'utilisation des données satellites. Donc ça, c'est vraiment un axe parmi les entreprises innovantes, et elles ont été financées là par le CNES à travers un très bel appel à projet. Ensuite, alors industrie du futur, ici en Guyane, donc on va parler effectivement de tout ce qui est autour du centre spatial. On va parler de la valorisation des bioressources, parce que ça, c'est un axe aussi très important. On a quelques entreprises qui sont très performantes dans le domaine. Je pense à Biostratège, à Solicase, avec des entreprises qui ont même un projet de bio-vallée, en fait, autour de Montcinéry, une sorte de cluster et d'écosystème qui va réunir des entreprises qui vont travailler sur la valorisation de la ressource biologique et végétale. Donc ça, c'est vraiment un aspect très important ici. On a par exemple une société qu'on a financée qui s'appelle Guyane Spiruline, qui va construire la première usine de fabrication de cette spiruline, qui est un détoxifiant, un aliment, un bioaliment assez extraordinaire. Troisième filière du futur, c'est vraiment l'agroalimentaire. Je pense, alors du futur, quand on dit du futur, on n'est pas forcément dans la high-tech extraordinaire. Ça peut aussi être de la low-tech, mais c'est du futur. Et là, on finance des entreprises comme des entreprises bien connues, comme Yana Wasai, qui va créer une filière de transformation du wasai. Donc ça va avoir un effet important aussi sur la filière agricole. On a aussi des entreprises qu'on a financées à travers cet appel à projet de territoire d'industrie, comme Délices de Guyane, qui fait... Alors là, on n'est pas dans l'industrie high-tech, mais c'est
de l'industrie avec des outils de production modernes qui également emploient et ont une capacité à créer de l'emploi. Donc l'agroalimentaire, c'est un secteur extrêmement important. Ensuite, on a des industries autour de des transports, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de projets dans les transports, dans la logistique. Donc avec la modernisation du port de Dégrade-des-Cannes, avec le bus à haut niveau de service à Cayenne, tout ça crée une filière. Et c'est ça aussi tout l'intérêt du financement de ces entreprises à travers le plan de relance, c'est que on a des filières, une chaîne de valeur où on a des entreprises leaders avec des sous-traitants et également des PME, TPE qui travaillent pour ces grandes entreprises. C'est aussi ça ce qu'on essaie de créer. J'aimerais qu'on aborde le dernier thème qui sera celui de l'environnement. L'un des objectifs du plan de relance, c'est d'accompagner l'économie dans la transition écologique, et notamment face aux enjeux climatiques qui vont imposer des changements radicaux et même peut-être brutaux dans le monde économique et celui de l'entreprise. On a malheureusement peu de temps pour conclure cette question, mais quelle est à la fois la philosophie et l'approche notamment du cadre institutionnel, je parle de l'État et de la CTG dans ce cas du plan de relance, sur cette question? Alors effectivement, l'objectif du plan de relance, c'est aussi la transformation des territoires, et y compris sur le plan écologique. Et ça passe à travers tous les aspects de la transition écologique. C'est d'abord l'efficacité énergétique. Je pense que c'est vraiment l'objectif numéro 1, et ça, on y arrivera à travers cette rénovation énergétique des bâtiments dont j'ai parlé. Ici, il s'agit de conserver le froid, contrairement à d'autres hémisphères où il s'agit de conserver la chaleur. Donc, c'est l'efficacité énergétique, c'est ce dont j'ai parlé sur les établissements scolaires, sur les bâtiments de l'État. Ensuite, excusez-moi, à ce propos, le projet du Larivot, ce n'est pas un point dur dans cette affaire? Alors, le projet du Larivot, il dépasse le plan de relance, pour le coup, parce que c'est un projet qui s'inscrit dans la PPE, la programmation pluriannuelle pour l'énergie. Donc c'est un projet qui est financé par ailleurs. Donc, en fait, c'est un petit peu différent, mais cela étant, c'est un projet structurant qui conditionne énormément de choses, et y compris le mix énergétique. Et donc là, il y a aussi toute une réflexion sur la part que l'on donne en base à la centrale du Larivot et la part qu'on donne aux énergies renouvelables. Donc ça, c'est vraiment un sujet très important. Mais sur l'aspect écologique, il y a l'aspect efficacité énergétique, mais il y a aussi l'aspect préservation des milieux naturels. C'est aussi des choses sur lesquelles on a travaillé dans le plan de relance avec le Conservatoire du littoral, avec les réserves naturelles. On finance des projets dans la réserve naturelle de Caux pour assainir certains sites. Ça c'est sur cet aspect. Ensuite également, nous on met dans cette transition écologique, on met aussi tout ce qui concerne la transformation agricole. Parce que et donc on finance des projets agricoles assez innovants. On finance des jardins partagés, par exemple, où en fait ce sont dans des communautés, dans des villages où donc on crée des espaces agricoles communs. Également, on s'intéresse aux cantines scolaires et à des filières d'alimentation et d'approvisionnement des cantines scolaires en produits locaux, en produits bio. C'est pour dire que sur la transition écologique, on a un nombre de projets qui est très important et donc qui touche à la fois à l'énergie, mais aussi à la valorisation des milieux également au soutien à des associations, parce que c'est aussi il y a l'État, on en a parlé, il y a des collectivités, il y a des entreprises, mais aussi des associations qui sont extrêmement dynamiques pour la protection écologique, et ça on en finance un certain nombre.
Merci François Leverger. Nous ne sommes pas arrivés au bout du sujet, hein. On le voit bien, mais en tout cas, j'espère qu'on aura pu éclairer un certain nombre d'aspects, notamment sur le plan financier de la participation et des objectifs de ce plan. Merci, bonne soirée, à bientôt. Merci beaucoup. C'était À vrai dire, l'hebdo de Luc Germain sur RDI Guyane. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1